parler du PLFSS, on va parler de notre ministre de la Santé, dont je vais faire une présentation assez rapide, puisque voilà, c'est toujours, toujours un peu compliqué. Mais voilà, on va s'attaquer à ça après avoir bien rigolé bien rigolé jaune sur les Américains. Alors, c'est où? C'est tac, 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 tac. Donc, notre nouvelle ministre de la Santé, si vous ne la connaissez pas, la voici, la voilà, Stéphanie Rist. Alors, Stéphanie Rist, qui est vraiment une macroniste de la première heure, hein, puisqu'elle est députée depuis le 21 juin 2017, vraiment depuis le tout début. Et à la base, elle est médecin rhumatologue. Donc, rhumatologue, déjà, juste quand même la petite parenthèse santé, rhumatologue, c'est un spécialiste médical qui s'intéresse au diagnostic et aux maladies et traitements de l'appareil locomoteur. Donc, en gros, les os, les articulations, les muscles, les tendons et les ligaments. Muscles, tendons, c'est la partie entre guillemets du muscle qui s'accroche à l'os. Donc, ça, c'est le tendon. Ensuite, au milieu, vous avez le muscle. Les os, bon, pas besoin de préciser. Les ligaments, ce sont des structures qui vont aider à la stabilité de l'articulation, mais qui n'ont pas de propriétés contractiles et pas tellement élastiques non plus. Après, plus ou moins, mais c'est quand même assez rigide. C'est pour ça que d'ailleurs, vous pouvez vous faire une rupture, notamment la plus connue étant la rupture des ligaments croisés. Mais voilà, ça n'a pas de fonction contractile. Alors, la seule chose que j'ai envie de dire qui manque dans la spécialité de la rhumatologie, c'est le côté nerveux. C'est le côté nerveux, parce que pour que l'appareil locomoteur se mette en mouvement, qui est contraction musculaire, oui, nous tendons. Donc pour qu'il y ait contraction musculaire, il faut forcément qu'il y ait un signal électrique envoyé au muscle pour qu'il se contracte. Donc c'est la seule chose qui manque à cette spécialité. Je dis ça parce que j'ai eu une anecdote avec une amie à qui, bref, le médecin généraliste avait renvoyé vers rhumato parce qu'elle avait une douleur de la cheville et la rhumato était partie sur une fracture de fatigue et tout. Et en fait, au vu de ses antécédents, c'était nerveux. C'était pas du tout os musculaire ou quoi. C'était vraiment nerveux. Et malheureusement, le médecin rhumato qu'elle a vu n'y a pas du tout pensé et l'a lancé sur des IRM, des choses comme ça, mais qui n'allaient pas dans ce sens-là. Heureusement, le tir a été rectifié et elle a pu être diagnostiquée. Et ça se situait bien plus haut, au niveau des nerfs. Donc voilà, donc une macroniste de la première heure. Donc elle est ministre de la Santé, des Familles, de l'Autonomie et des Personnes handicapées depuis le 12 octobre 2025 au sein du gouvernement Le Cornu 2. Je ne sais pas si ça vous le fait aussi, mais moi, le Cornu 2 écrit comme ça, avec le 2 comme ça me fait penser à, je sais pas, à Henri II, à Paul, à des trucs un peu aristocratique, voire papale. Mais voilà. Et elle a 52 ans, si je me trompe pas. Elle a quand même pas mal bossé dans le gouvernement, enfin depuis qu'elle s'est lancée en politique en 2017. Bon, bien sûr, elle a toujours gardé un lien quand même avec son métier. Elle est très proche d'Attal. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est initialement membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation à l'Assemblée nationale et intègre en 2018 la commission des affaires sociales. Co-rapporteur du projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé. Waouh, ça a été une réussite, hein, encore une fois. Voilà, elle révèle les conflits d'intérêts. Si vous connaissez un petit peu des trucs qu'elle aurait fait et que je vais pas citer, n'hésitez pas à le dire, hein. Une névralgie, je presserai une attelle ou pas? Ça dépend, ça dépend. Ouais, ça me fait penser à un pape. Oui, un pape, ouais, c'est ça, hein.
Moi, c'est exactement ça le premier truc que j'ai pensé, un pape, un roi, un truc comme ça, le cornu 2. Ouais, j'espère. Euh, donc voilà, la loi 2026 portant son nom, donc elle est quand même à l'origine d'une loi, notamment l'article 33 de la loi RIST, plafonnant la rémunération des médecins intérimaires, est sujet à controverse avant et lors de son application en avril 2023, du fait de la fermeture partielle ou totale de lits au service hospitalier malgré les promesses du ministère. Mesdames, Messieurs, notre nouvelle ministre de la Santé. J'espère que vous êtes heureux et heureuses parce que voilà, elle est responsable de la fermeture de tous ces lits qui nous manquent tellement, qui nous ont manqué pendant le Covid, mais pas que, qui nous ont manqué après, qui nous manquent encore. Mais voilà, une personne très compétente et c'est tout à fait ce dont on a besoin au niveau de la santé, comme on peut le constater malheureusement depuis quelques années. Voilà, voilà. Ouais, ouais, ouais. Donc, rapporteuse, proposition de loi sur l'amélioration de l'accès aux soins pour la confiance aux professionnels de santé. Enfin voilà, je vous mettrai je vous mettrai le truc Wikipédia si vous voulez creuser. Alors c'est un article BFM qu'on ne lira pas, mais juste qui rapporte une phrase qu'elle a dite et que je trouve énorme au vu de ce qu'on va voir, que vous savez certainement déjà, dans le PLFSS. Donc la nouvelle ministre de la Santé affirme que son travail va être de protéger les plus fragiles. Désolée, je viens de faire ça sur le micro. Rappelez-vous cette phrase. Son travail, elle l'affirme, ça va être de protéger les plus fragiles. On a tous noté, elle a de belles ambitions, protéger les plus fragiles. Ok. Qu'est-ce que nous dit? Il y avait un article de Libération, est-ce qu'on le lit? Oui, Stéphanie Rist nommée ministre de la Santé, blablabla. Après, dans tous les cas, même si on ne lit pas intégralement les articles ou quoi, je les mettrai dans le Discord. Donc, vous y aurez accès par la suite après le live. Voilà, en général, je les mets dans la foulée parce que sinon, j'oublie. Donc, ça vous permet, si vous avez besoin de creuser un peu plus ou de lire intégralement, vous y avez accès. Donc oui, elle va avoir quand même pas mal de boulot. Hein. Elle a notamment donc porté une proposition de loi ouvrant l'accès direct aux kinés et paramédicaux. Elle aura pour première urgence de faire adopter le plus sereinement possible le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Celui-là même qui, il y a un an, avait été fatal à Michel Barnier, censuré, blablabla, ça on connaît. Donc Sébastien Lecornu a promis qu'il intégrerait des mesures visant à améliorer la retraite des femmes. Oui. Bon, au final, ça a un petit peu évolué, tout ça. On en est à la suspension. Oui, je l'invite à voter la censure de son gouvernement. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Elle a aussi aidé à reculer l'âge minimal du départ à la retraite, oui. C'est parfait pour une ministre chargée de l'autonomie. Oui, oui, non, mais on n'est pas à une contradiction près en Macronie, j'ai envie de dire. C'est un classico-classique, malheureusement. Et Catherine Vautrin, bref, qui était sa prédécesseuse, qui est maintenant à la Défense. Enfin, bref, une superbe personne, si Catherine Vautrin, comme on avait pu voir à l'époque. Ouais, mais on va en parler. On va parler du PLFSS. Vous inquiétez pas, on y vient. Ah oui, volonté de devoir adopter un projet de loi ambitieux de lutte contre les fraudes sociales et fiscales, blablabla. Mettre un terme aux arrêts de travail prescrits de manière abusive, ça c'était Catherine Vautrin qui en parlait, mais ils sont sur la même lignée. De mettre des pénalités aux médecins qui ne répondent pas aux convocations des services de contrôle. Serrer la vis sur les transports sanitaires, bon, il détaille un peu plus. Et faciliter le contrôle des allocataires de prestations sociales. Très bien de
faciliter aussi le contrôle d'entreprises ou enfin voilà, qui peuvent avoir des aides aussi potentielles. Je sais pas, par exemple, un CICE ou des trucs comme ça, pour lesquels en fait il n'y a aucun contrôle aujourd'hui. Voilà, petite proposition aussi comme ça, petite proposition. Voilà, il n'y a pas que les pauvres qui fraudent et en général, ceux qui fraudent le plus, ce sont toujours pas les pauvres en fait. Lutte contre les déserts médicaux. Ah oui, il y a toujours la proposition de loi visant à améliorer l'accès des soins dans les territoires. Je pensais que ça allait parler d'autre chose. Donc ça, c'est les déserts médicaux et les soins palliatifs et la création d'une aide à mourir. Voilà, ça, c'est les 2 textes qui sont restés un peu en suspens. Voilà, voilà. Il y a d'autres articles sur lesquels je ne reviendrai pas. Je vous les mettrai dans le Discord si vous voulez aller les voir. Là, on va s'attaquer au gros morceau, au PLFSS, donc le projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'est pour ça que je vous parle de ce projet de loi et pas du PLF tout court, parce que forcément, sécurité sociale, système de santé, et voilà, on est dans le sujet, quoi. Mais oui, ben, tu rigoles. Je sais pas si tu dis ça, Oublie, parce que Sarko des recommandations. Je sais pas si tu dis ça parce que tu as vu ce qui était proposé. Effectivement, il propose de mettre un dispositif dans les véhicules pour facturer au kilomètre près, quoi. Je vais trop partir au quart de deux tours. Si je reste, tout ce qui est à droite de fort me sera les trous de nez. Et ce qui est fort, ça passe? Ça passe ou pas? Force aux gens qui tiennent. Ah, courage, courage, Gamecrow. Mais oui, je comprends, je comprends. Mais si t'es toujours là, reviens après. Je te promets, ça va pas faire tout le stream. Ce qui était proposé, c'est pour ça que j'ai pensé à Sarko. Ok. Donc, le projet de budget de loi pour la sécurité sociale 2026. Retraités, malades, salariés, familles, qui sont les perdants? Donc, en fait, oui, tous ceux qui viennent d'être cités. Tous ceux qui viennent d'être cités, surtout si vous avez des allocs, des aides ou des choses comme ça, si vous êtes malade, voilà, tout cela, tout ce qui se viennent d'être cités, ils vont ils vont être touchés, quoi. Donc les retraités, donc là je suis sur le projet Arcadie, qui est tenu par une seule personne d'ailleurs, triste, et qui essaye de réunir un petit peu ce qui se passe à l'Assemblée et d'en parler. Les plus fragiles, n'est-ce pas? Drôle de manière de faire. Oui, c'est exactement, Aline Rey, c'est pour ça que je tenais, même si c'était un article de BFM TV, de lire les propos de la ministre elle-même. C'est le seul endroit où j'ai vu, elle dit aussi qu'elle veut trouver des compromis, voilà. Elle va tout faire pour trouver des compromis, ça je l'ai vu plusieurs fois. Mais voilà, affirme que son travail va être de protéger les plus fragiles. C'est quand même assez fort de café quand on regarde le PLFSS, quoi. Bon, les retraités, y compris les plus modestes, vont perdre en pouvoir d'achat. Alors, si on pouvait considérer que la transformation de l'abattement Papon en abattement forfaitaire de 2 000 € par personne retraitée est équilibrée, les mesures concernant les retraites du PLFSS risquent d'être difficiles à avaler. On va pas détailler, mais en gros, il me semble qu'il y a un gel des retraites, un truc dans le genre, quoi. Donc, oui, voilà, un gel des pensions de retraite. Donc, grosso modo, oui, vu qu'il y a un gel, que c'est plus indexé sur l'inflation, le coût de la vie, lui, suit l'inflation, donc augmente. Mais si vos revenus n'augmentent pas, vous perdez forcément proportionnellement du pouvoir d'achat. Donc forcément, vous devenez plus pauvre. Donc voilà, et forcément, en proportion, moins vous avez, plus vous êtes impacté. C'est toujours pareil, hein. Un riche à quelqu'un qui, je sais pas, je vais dire, gagne, je vais prendre un chiffre énorme, mais 4 000 € par mois, forcément, si je vais prendre la baguette par exemple, mais sa baguette lui revient à 2 € au lieu d'1 €, enfin 1,50 € au lieu d'1 €, et encore, je crois que maintenant la baguette, je sais pas quel prix ça fait parce que j'achète pas de baguette en boulangerie.
mais va pas les sentir passer. Quelqu'un qui a 900, 1100 euros par mois pour vivre, voilà, l'impact ne sera pas le même en proportion de ses revenus, quoi. APL, donc c'est les allocations logement. Page et aide sociale, gel généralisé. Donc pareil, toutes les personnes qui avaient des allocations logement, des aides à la garde d'enfants, le RSA, les primes d'activité, eh ben, tout ça non revalorisé. Donc exactement la même chose que pour les retraites. Si vous gelez ces aides-là alors qu'il y a de l'inflation, pareil, c'est encore une fois de la perte de pouvoir d'achat. C'est clair et net, quoi. Donc là, ils reviennent un petit peu dans le détail. Je vous mettrai tout l'article, encore une fois, dans le Discord, hein. Et malgré le gel de la CSG reste due. C'est beau les maths. Mais oui, oui, oui. Non, mais en fait, y a rien ne baisse à part ton aide. À part ton aide. Pas ce que tu achètes, pas les cotisations. Pas... Non, non. Il n'y a que ton revenu qui est gelé, quoi. Oui, très grand froid, on annonce du gel. Exactement, Obli, c'est exactement ça. La fiscalisation des indemnités journalières. Donc ça, alors je vais quand même les indemnités journalières fiscalisées. Donc je suppose que c'est les indemnités journalières de la sécurité sociale. Donc le PLFSS distingue les affections longue durée, donc les ALD, et celles qui ne le sont pas. Qu'est-ce qu'une maladie non exonérante? D'après le site de la Sécurité sociale, il s'agit d'une maladie qui n'entraîne pas de traitement coûteux, mais qui permet de bénéficier d'un arrêt maladie de plus de 6 mois. Le PLFSS donne comme exemple la dépression. Donc, tu es déprimé, arrête, sinon tu vas raquer. Voilà en gros. Donc les arrêts pour maladies non exonérantes se verront appliquer les règles de droit commun en matière d'indemnité journalière. Par ailleurs, l'ensemble des indemnités journalières, y compris les maladies exonérantes, pourraient être soumises à l'impôt sur le revenu. Donc voilà, déjà quand tu es en arrêt, comment dire, sauf si tu as la chance que ton entreprise ait souscrit une prévoyance qui permet de compléter dans ces cas-là la perte de revenus, et encore ça complète pas à 100% non plus, mais bon, en même temps, voilà, mais c'est quand même un sacré support. Et ben, si tu n'as que les IJ, indemnités journalières, c'est déjà compliqué. Mais là, en plus, voilà, t'es dans la merde, bah tiens, on va te mettre la tête bien dedans. Voilà, c'est vraiment toujours les... Enfin, c'est vraiment un truc de fou, quoi. On va vraiment sabrer toujours les plus fragiles, en fait. Les plus fragiles. Je vais reprendre les mots de la ministre qui voulait protéger les plus fragiles. Bah là, en fait, c'est tout l'inverse. On va encore plus les foutre dans la merde. Donc, fin de la prise en charge des victimes d'accidents de la route. Et là, je crois qu'il y avait un truc assez fort parce que c'est... comment il y avait comment bah justement, c'est Robert Badinter qui était garde des Sceaux, et il a créé la loi sur l'indemnisation des victimes dans la route. Parce que le temps entre l'indemnité qui pouvait être versée aux victimes d'accidents de la route, le temps de la procédure et tout ça sont souvent très très longs, alors que les besoins de la victime, bah, elles sont tout de suite, très très tout de suite, quoi. Du coup, bah, Robert Badinter, qui a été panthéonisé il n'y a pas longtemps, entre parenthèses, avait créé cette indemnisation. Et en fait, eh ben c'est fini. C'est dans le PLFSS, c'est fini. Donc, tu es victime d'un accident de la route, démerde-toi. Sois patient. Attends, attends. Et sachant que ça peut prendre des années. Hein. Ça peut prendre des années. Donc, c'est bien. C'est encore bien. C'est pas du tout les gens fragiles, encore une fois, sur lesquels on va taper. Heureusement que la ministre est là pour les protéger. Et puis ça valait bien le coup de panthéoniser Robert Badinter pour sabrer ce qu'il avait fait juste derrière. Fin de l'exonération sociale des apprentis. Donc,
Les apprentis, les aides de maladie, et soyez riches en bonne santé, et tout ira bien. Ouais. Je vois pas où est le problème. Ah oui, oui, oui. Oui, il faut éviter les accidents aussi, ouais. Ah ouais. Et vivez dans du papier à bulles. Mm. Alors, la fin de l'exonération sociale des apprentis, c'est que quand une entreprise, si je me trompe pas, hein, si je me trompe, corrigez-moi dans le chat, mais quand une entreprise embauche un apprenti, elle pouvait bénéficier d'exonération de façon à ce que tout ça, ça lui revienne un peu moins cher. Mais on peut craindre, qu'avec la fin de ces exonérations sociales, les entreprises embauchent moins d'apprentis. Un apprenti, il arrive, le but, c'est que l'entreprise le forme pour un coût réduit quand même, et le fasse, quoi. Après, s'ils ont toujours le droit, dans tous les cas, de ne pas le payer très cher, si c'est l'exonération sociale patronale qui est touchée et pas celle sur le salarié, alors attendez. Ah non, exonération sociale salariale seront supprimées. Donc en fait, non, c'est le salaire de l'apprenti qui déjà est payé. Pardon, c'est le salaire de l'apprenti qui va prendre. Oh là 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 là. Alors là, est-ce qu'il y a aussi les charges sociales patronales ou pas? Parce que là, l'exonération sociale salariale seront supprimées pour les apprentis. Ça veut dire qu'en fait, l'exonération va concerner vraiment que l'apprenti qui déjà est très très mal payé. Il n'y a qu'un seul cas où vous êtes au SMIC, c'est après 26 ans. À partir de 26 ans, vous pouvez être payé à 100% du SMIC, voire plus. Mais en dessous, ils ne sont pas du tout obligés de vous payer au SMIC, ils peuvent vous payer beaucoup moins. Donc déjà sur ce beaucoup moins, en bénéficiant peut-être des exonérations sociales salariales, ça vous permettait d'avoir un petit peu plus que pas beaucoup. Donc vous avez pas beaucoup, mais vous avez juste pas beaucoup. Mais là, voilà, encore une fois, hein, pas du tout les plus fragiles qui sont impactés. Pas touche à l'entreprise, quelle idée. Ben oui, non, mais j'ai l'impression que l'entreprise n'est pas touchée, quoi. Et or, depuis quelques mois, les entreprises sont de plus en plus frileuses en raison des coupes budgétaires en dépit des alertes des syndicats. Alors, parce que le problème, c'est que les exonérations sociales salariales, elles sont déduites du salaire du salaire du salarié. Mais ce qui veut dire que théoriquement, le patron, lui, ne débourse pas plus ou moins. Mais le fait de devoir, malgré tout, devoir reverser une partie à les caisses qui cotisent ces cotisations sociales, eh ben, dans la psychologie patronale, ça crée un ah bah je dois sortir de l'argent, mais en fait tu sors la même quantité d'argent, ça change pas grand chose, quoi. Pas beaucoup, moins pas beaucoup égale pas beaucoup. Ouais, mais on va dire que pas beaucoup beaucoup et pas beaucoup. Voilà, vaut mieux pas beaucoup que pas beaucoup beaucoup. Même si pas beaucoup, ça reste peu. On est d'accord. Mais oui, 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 les mathématiques, l'outre, oui, oui, effectivement, ça change pas grand chose. Donc, encore une fois, pas du tout les plus fragiles. Les créateurs d'entreprises au chômage dans le viseur, notamment l'ACRE, donc l'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise, qui permet qui permet notamment aux demandeurs d'emploi de catégorie A d'avoir un petit coup de pouce. Alors, je crois que ça t'exonère en gros de certaines charges sociales que tu dois payer, des charges d'URSSAF ou un truc comme ça, quand tu crées ton entreprise ou quand tu reprends une entreprise. En gros, ça va t'éviter certaines. Actuellement, il y a une réduction des cotisations sociales. Voilà. Donc, ça va te permettre d'avoir moins de charges au lancement ou à la reprise d'une entreprise, ce qui peut être une aide pour beaucoup de personnes parce que effectivement, il y a quand même pas mal d'auto-entrepreneurs, de petits créateurs d'entreprises. Hein. Quand on parle d'entreprise, c'est pas forcément la big nationale. Hein. Vous pouvez être auto-entrepreneur, avoir une micro-entreprise, avoir vraiment une toute petite boîte.
Et il y a quand même pas mal de gens qui se lancent dans l'aventure parce que soit ne trouvant pas, ne trouvant pas d'emploi ou autre, quoi. Donc c'est bien, on va vraiment dans le bon sens, hein. Ticket resto, chèque vacances, la fin des exonérations. Voilà. Vous aviez un petit plus avec votre entreprise? Eh ben, peut-être que vous l'aurez plus parce qu'elle va considérer que ça lui coûte trop cher et que donc, voilà, basta, quoi. Oui, après, elle n'a pas, effectivement, après, elle n'a pas dit contre quoi les plus fragiles seront protégés. C'est vrai. Il faut toujours la petite astérix en bas du contrat. T'as raison, oublie. C'est peut-être contre la sérénité, le bien-être, la survie. Oui, non, mais oui, effectivement. Peut-être que c'est de ça qu'elle essaye de protéger les plus fragiles. Effectivement. Ouais, non, mais oui. Non, moi, je suis très. Voilà, ah, voilà, je suis biaisée. Je suis biaisée, hein. Je crois que Bonjour, petit Joe, Mitchell. il pense pas grand-chose. Voilà. Oh, petit titi. Comment mais oui, oui, c'est mon biais en fait, c'est mon biais de lecture. C'est my bad, my bad. Autant pour moi. L'augmentation du coût des ruptures conventionnelles. Les ruptures conventionnelles sont une rupture de commun accord entre l'employeur et le salarié. Donc l'augmentation de ce coût, c'est vraiment histoire que pour les entreprises, ça devienne de plus en plus rédhibitoire et pousser les salariés soit à continuer malgré le fait que ça se passe mal dans la boîte, malgré potentiellement peut-être du harcèlement au travail ou des choses comme ça, et soit à démissionner et donc pas être inscrit au chômage et donc pas être dans les statistiques du chômage, soit potentiellement essayer, mais alors c'est pas toujours possible, de chercher du travail en parallèle. Et encore une fois, ce n'est pas toujours possible. Donc c'est clairement une volonté de dissuader à la rupture conventionnelle, quoi. Enfin, moi, je comprends derrière, on ne veut plus de chômeurs. On ne veut plus de chômeurs, voilà. Et bonsoir, 10, comment ça va? Voilà, voilà. Donc, si ça se passe mal dans votre boulot et que vous pensiez voilà, pouvoir éventuellement négocier une rupture conventionnelle, ça va devenir de plus en plus compliqué. Et si ça s'énerve sur la France, un tout petit peu. Un tout petit peu, mais 3 fois rien. Des bricoles, des bricoles. Notre ministre de la Santé, de toute façon, elle a dit qu'elle allait protéger les plus fragiles. Après, oublié à préciser, elle a pas dit de quoi elle allait nous protéger. Et on s'en rend compte que c'était pas ce qu'on pensait. Voilà, voilà. mais oui, oui, oui. Augmentation des mutuelles. Donc, on a pu constater effectivement que le prix des mutuelles de santé avait augmenté, officiellement parce qu'elles faisaient face à des coûts supplémentaires. Et ça va pas s'arrêter parce que dans le PLFSS, il y a une nouvelle taxe de 2,05% sur les mutuelles afin de rééquilibrer les comptes. Devinez sur qui va être répercutée cette taxe? Petit A, pensez-vous que ce soit sur uniquement les mutuelles qui prennent à leur charge, sans faire augmenter les prix, cette nouvelle taxe, ou pensez-vous que celle-ci va être répercutée sur les bénéficiaires de mutuelles de santé? À votre avis? On se le demande. Donc voilà, et puis bon, au passage, peut-être un petit peu comme pendant le Covid où il y a eu une grosse inflation la nourriture, ou c'était avec le conflit ukrainien aussi, peut-être les deux en même temps, je sais plus. Il y a eu une grosse explosion des prix. On a vu que les entreprises en avaient profité pour augmenter plus que l'inflation réelle le prix de l'alimentation. Qu'est-ce que les mutuelles vont pas faire un petit peu la même? On ne sait pas. Ce sera une surprise. J'ai tellement hâte. Je suis survoltée ce soir. Je suis désolée. Je sais pas si je me vois, je m'entends, je me dis, waouh, je suis complètement survoltée. Oui, le texte de la honte, oui, oui, oui. Pour protéger les plus fragiles, comme disait Oubli, de la sérénité, du bonheur, et voilà. Et voilà, voilà.
Je comprends la même chose. On veut des CDI, pas de chômeurs, pas d'apprentis, pas de retraités, pas d'accidents, pas de malades. Exactement. Exactement, exactement. Et puis c'est vraiment, comme disait, enfin, c'est un texte enfin de classe, quoi. Tout va toucher justement les plus fragiles, ceux qui ont plus besoin de ces aides, etc. Et il n'y a rien du tout qui va aller toucher ceux qui pourraient se permettre de participer plus. Il n'y a rien. Et après, il faudrait voir dans le PLF, donc le projet de loi de financement, parce que là, on est sur vraiment celui de la sécurité sociale, mais c'est clairement la casse de la protection sociale. Clairement. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, et en plus, là, il n'y a rien qui va dans le sens de l'amélioration du système de santé. C'est que de la casse sociale. Que de la casse sociale et tout sur les plus pauvres. C'est ceux qui enfin, après, de toute façon, la sécurité sociale, c'est là pour protéger les plus fragiles. Alors après, pas que, puisque in fine, le principe de la sécurité sociale, enfin de la sécu, c'est vraiment de protéger tout le monde. C'est qu'on mutualise pour que si n'importe qui, peu importe ses moyens, peu importe sa situation, tombe malade et a besoin d'aide, eh ben, il puisse avoir accès à cette aide. Et ça, sans tenir compte de la même façon pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'on cotise tous, même si on n'est pas malade, même si, peu importe en fait notre situation, normalement on est censé tous cotiser pour bénéficier de ce système-là. Mais du coup, c'est un système qui vraiment va aider ceux qui en ont le plus besoin, les malades, les plus défavorisés, ceux qui ont des allocations, et c'est ça qu'on est en train de sabrer. C'est ça qu'on est en train de sabrer. Il n'y a plus de solidarité, en fait. Il n'y a plus de solidarité. T'es malade, eh ben arrête. T'es déprimé, eh ben arrête. T'es harcelé au travail, bah tant pis, reste au travail, parce que c'est quand même mieux de travailler que de rien faire. Enfin, c'est assez fou. Enfin bref. C'est le monde dans lequel... Enfin, c'est la France, en tout cas, dans laquelle on vit actuellement. C'est une France droitisée, hein. Après, il ne faut pas se leurrer, hein. La France est clairement, malheureusement, à droite, et même de plus en plus trop à droite. Parce que bizarrement, les gens croient que plus tu vas tourner à droite, et peut-être que tu vas finir par boucler et avoir des idées sociales. Mais non, les gars, ça fonctionne pas comme ça. C'est pas plus tu tournes à droite, plus... Alors, je vais le faire comme ça pour vous, parce que du coup, ce sera à votre droite. C'est pas plus tu tournes à droite et plus tu vas aller vers du social. Enfin, non, ça revient pas vers la gauche, en fait. Ça fait pas une boucle. Non, non, non. C'est juste plus tu vas croire que ça va faire du social, mais en fait, non. C'est de la droite encore plus à droite qui va faire encore plus du capitalisme, et voilà, et tu auras encore moins en fait que tu n'as déjà. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Question de bon sens, c'est le bon sens par là. Ça, l'insécurité sociale, ouais. Donc, augmentation des coûts pour les assurés sociaux, c'est là où on parle des franchises médicales. Les franchises médicales, on en avait déjà parlé puisque Bayrou avait tenté de faire passer ça en zoom par décret, le doublement des franchises médicales et des restes à charge, puisque les deux sont toujours au final, alors cette fois-ci dans le PLFSS, ils ne parlent pas des décrets, mais les décrets, moi pour l'instant je n'ai rien lu qui avait dit que ces décrets étaient complètement abandonnés. Est-ce qu'ils les ont abandonnés en les mettant du fait qu'elles sont dans le PLFSS, dans le projet de loi? Je ne sais pas. Mais rappelez-vous, on en avait parlé à l'époque de ces décrets. L'idée est toujours là, doublement des franchises médicales. C'est-à-dire doublement du reste à charge des franchises médicales. En gros, vous avez aujourd'hui, quand vous avez... alors, ça concerne plusieurs types de soins, mais les médicaments ou des consultations ou peut-être le transport, enfin, vous avez un reste à charge et de 1 euro aujourd'hui.
ils veulent le doubler, donc passer à 2 euros. Et ceux dans la limite d'un certain montant, la franchise médicale complète, qui est aujourd'hui de 50 euros et qui veulent doubler. Enfin, 50 euros pour les médocs, 50 euros pour les consultations, enfin voilà, selon les services. Donc là, si vous doublez tout, ça va encore impacter les malades, les plus pauvres, parce que c'est un impôt qui ne tient pas compte de vos revenus et de vos ressources. Donc forcément, encore une fois, si on reprend les personnes, la personne qui a 4 000 euros et la personne qui a 1 100 euros, forcément, 100 euros de franchise médicale ou 200 euros de franchise médicale, c'est pas la même. Il y en a une à qui ça va pas faire grand-chose parce qu'en proportion de son revenu, ce sera moins impactant. Chez l'autre, un petit peu plus. Donc c'est honteux. C'est juste honteux. C'est voilà. C'est le truc qui fait quand même tiquer pas mal dans le texte. Est-ce que ce sera adopté ou pas, cette partie-là sera adoptée ou pas, je ne sais pas. Alors là, dans ce qu'on a vu, il n'y a pas question de l'AME, mais encore une fois, on avait parlé aussi de l'AME, le décret qui faisait partie des décrets de François Bayrou. Je n'ai encore une fois rien vu sur l'abandon de ces décrets. Ils ont été mis de côté, mais ils ne sont pas pour autant abandonnés. Donc, comme dirait l'autre, à frère, à suivre. Donc voilà, vous vouliez une ministre de la Santé qui protège les plus fragiles. On est bon, on est très bon.